Oyez, oyez, braves gens! Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parler d'une époque bien différente de la nôtre, le Moyen-Âge. Une sombre époque où la population croyait des choses qui, pour nous autres humains du futur, nous semblent totalement inconcevables. En même temps, comment leur en vouloir? On parle d'une époque où la majorité des gens ne savaient même pas lire et où on réglait toute forme de conflit à grands coups de catapultes et de trébuchets. Donc oui, même si la majorité des croyances qu'on va vous présenter dans cette vidéo vous surprendront, dans un monde où beaucoup de choses étaient encore à découvrir, il n'est pas vraiment étonnant que ce genre de croyance ait vu le jour. À commencer par celle-ci. Les bébés ne ressentent pas la douleur. Oui, vous m'avez bien entendu, ça commence directement sur une dinguerie. En réalité, les humains du Moyen-Âge croyaient que les bébés, à cause de leur cerveau sous-développé, ne ressentaient pas la douleur. Comme si leur système nerveux n'était pas encore opérationnel, n'était pas encore fini de former, tu comprends bien. De plus, on estimait qu'un être qui ne peut pas parler, et donc exprimer ses émotions, n'en ressentait par conséquent aucune. Ses pleurs et ses cris étaient traduits uniquement comme un besoin de nourriture. Il était donc fréquent de réaliser des opérations sur des bébés sans anesthésie. Et s'ils pleuraient, ce qui est tout à fait normal, on pensait juste que c'était un mauvais comportement, que ces bébés étaient mal élevés ou mal nourris. Alors il est vrai qu'au cours de l'histoire, cette croyance a été tantôt réfutée, tantôt acceptée, tantôt comme tu veux tu choisis en fonction de la médecine que tu crois, mais une chose est sûre, il faudra attendre la fin du XXe siècle pour qu'une étude affirme de manière irréfutable que les bébés ressentent bel et bien la douleur. C'était il y a moins de 50 ans. Comme quoi, parfois, c'est dans les vieilles croyances qu'on fait les meilleures confitures. Non. Je voulais dire, c'est les vieilles croyances, on la vie dure. Oui, c'est mieux. Les roues étaient marquées par le diable. Alors celle-là, elle est un peu plus connue, et elle a même sa variante moderne. D'ailleurs, force à tous les roux à qui on a dit au collège qu'ils n'avaient pas d'âme. On est ensemble. Enfin, on n'est pas vraiment ensemble. Moi, je suis juste chauve, ça crée d'autres problèmes. Bref, en ce qui concerne le Moyen-Âge, tout part d'une histoire qui s'est répandue grâce au bouche à oreille. En effet, on raconte que les roux se seraient rapprochés un peu trop près des flammes de l'enfer grâce à l'aide de Satan lui-même. Et près du feu, leur chevelure aurait ainsi pris la couleur de la braise et du sang, venant sceller leur alliance satanique avec le diable. D'ailleurs, selon certaines rumeurs, ce pacte leur aurait même donné des pouvoirs magiques, leur permettant de guérir les maladies ou alors de les transmettre. Et dans le cas des femmes rousses, il n'en fallait pas plus pour qu'elles soient considérées comme des sorcières, et qu'elles finissent par conséquent au bûcher. Ah bah au Moyen-Âge, on avait tendance à faire des conclusions un peu hâtives. C'est vrai que cette époque n'était pas réputée pour son ouverture d'esprit, on peut le dire. Les maladies étaient un déséquilibre d'humeur. En gros, pour eux, t'étais pas vraiment malade, t'étais juste de mauvaise humeur, soit trop triste, soit trop énervé. Et ils justifiaient tout ça grâce à la théorie des humeurs. En gros, c'est une théorie qui affirme que notre corps est composé de 4 éléments. Le feu, qui correspond à la bile jaune, l'air qui correspond au sang, l'eau qui correspond à la lymphe, et la terre qui correspond à la bile noire. Et d'après cette théorie, chaque élément répond à 4 états, soit chaud, soit froid, soit humide, soit sec. Et l'ensemble de tout ça crée les humeurs. Du coup, pour que le corps soit en parfaite santé, il fallait qu'il y ait un équilibre, une parfaite harmonie entre ces 4 éléments et ces 4 états. Et si ce n'est pas le cas, tu finiras par tomber malade car l'un des éléments prendra le dessus sur l'autre, entraînant un déséquilibre dans ton corps. Alors pour le coup, si la science n'était pas venue réfuter cette théorie, franchement je pourrais y croire. Surtout qu'il y a plein d'autres spécificités qui viennent appuyer cette théorie, comme les saisons, l'âge ou plein d'autres trucs, franchement c'est hyper intéressant. Ils ont pas fait les choses à moitié, on peut le dire. Les petits animaux naissaient de la matière. Laissez-moi vous expliquer parce que oui, je suis conscient que comme ça ne veut rien dire. Donc prenons un exemple pour vous expliquer tout ça. Si tu laisses un morceau de viande traîner dans ta cuisine pendant plusieurs semaines, normalement, il finira par être envahi par les vers. C'est l'ordre naturel des choses et même au Moyen-Âge, c'était comme ça n'a pas changé. Cependant, si nous aujourd'hui, on sait que ces vers sont en réalité des bébés mouches qui viennent de sortir de leur œuf pondu dans le steak par leur maman mouche au préalable, c'est compliqué mais c'est simple à comprendre. Au Moyen-Âge, eux, ils croyaient que les vers étaient directement nés de la matière. C'est-à-dire qu'un steak de bœuf en décomposition donnait naissance à des asticots, comme si le steak de bœuf était leur daronne. D'ailleurs, ils pensaient la même chose pour les souris. Pour eux, elles apparaissaient subitement dès qu'on laissait traîner de la saleté pendant trop longtemps. Idem pour les poissons, qui naîtraient à partir de la vase. Pour résumer, pour les humains du Moyen-Âge, les petits animaux naissaient par génération spontanée, plus communément appelée l'opération du Saint-Esprit. Et il faudra attendre le XVIIe siècle et monsieur Francesco Redi pour que cette théorie soit réfutée et qu'on découvre qu'en réalité, tous les animaux naissent d'autres animaux adultes, y compris les tout petits animaux. Il existait un démon des fautes d'orthographe. Connaissez-vous ce bon vieux Titivilus? Non? Eh bien c'est normal, laissez-moi vous le présenter. Titivilus, selon les croyances, serait en réalité un démon travaillant pour Lucifer, avec pour seul et unique objectif parsemer vos copies doubles d'un maximum de fautes d'orthographe. En plus de ça, il relèverait toutes les fautes de français que vous ferez dans votre vie et s'en servira contre vous lors du jugement dernier. Alors comme ça, on écrit ça va avec un S. Ah bah, c'est 1000
2000 ans de souffrance dans ta mère, Timothée. Ce démon était particulièrement populaire chez les copistes, des moines qui étaient chargés de recopier des livres, des manuscrits ou des œuvres d'art. Bon, depuis ce métier, il a été remplacé par les imprimantes. Du coup, Titivilus, il a beaucoup moins de travail. Mais méfiez-vous, lorsque vous mettrez un commentaire sous cette vidéo, à tout moment, Titivilus vous observe et cherche de bonnes raisons pour vous envoyer en enfer. Non mais attends, il a écrit First avec 2 T, cet illettré. C'est 2000 ans de souffrance supplémentaire pour lui. Les spermatozoïdes contiennent des petites personnes. Alors celle-là, elle est collector, c'est une pépite. Et je vais pas vous mentir, vu que j'ai 4 ans d'âge mental, c'est ma croyance préférée. C'est simple, au Moyen-Âge, on croyait que les enfants étaient déjà développés dans le sperme masculin. En gros, que chaque spermatozoïde contenait un mini-humain déjà formé qui attendait juste un petit coup de pouce de la vie pour grandir. Et par coup de pouce, ils entendaient rencontrer l'ovule de madame afin de s'en nourrir. C'est-à-dire que pour eux, il n'y avait pas vraiment de fusion, mais c'était plutôt un casse-dalle du type kebab, salade, tomate, ovule. Elle est tellement sale cette blague. Et une fois que le mini-humain avait bien mangé, il attendait patiemment d'atteindre la taille suffisante pour sortir du ventre de sa mère. Du coup, oui, à cette époque, la femme n'était considérée que comme une sorte de réceptacle. Après, on va pas se mentir, le Moyen-Âge n'était pas vraiment connu pour son égalité homme-femme, quoi. Les animaux pouvaient être des criminels. Oui, au Moyen-Âge, de la même manière que les humains, les animaux pouvaient être considérés comme des criminels et jugés pour leurs actes. Et il n'était pas rare de voir des cochons ou des vaches condamnés au bûcher pour expier leurs crimes. D'ailleurs, voici quelques exemples de condamnations animales qui ont fait la une des journaux à cette époque. Heureusement qu'il n'y avait pas Twitter, ça partait direct en tété. En 1386, dans la ville de Falaise, un juge condamne une truie pour avoir mordu mortellement à la jambe et au visage un enfant. Il l'a fait mutiler aux mêmes endroits et pendre pour ses crimes. En 1479, dans la ville de Lausanne, les hannetons ayant infecté le territoire et provoqué une famine dans le pays sont passés devant le tribunal qui les a excommuniés et chassés du pays. D'ailleurs, encore en Lausanne, des sangsues ont été excommuniés pour avoir décimé une population de poissons destinés à être pêchés. Voilà, une journée normale au Moyen-Âge au final. Il croyait à l'existence des sorcières. Bon, celle-là, elle vous étonnera pas, mais on était quand même obligé de le rappeler. Par contre, ce qui est moins connu, c'est que d'après une rumeur, les sorcières étaient réputées pour voler les parties génitales masculines, pour ensuite s'en servir comme des animaux de compagnie. Alors attention, je ne parle pas des hommes, mais bel et bien des pénis qu'elles gardaient comme animaux de compagnie. Probablement grâce à un sortilège quelconque qui leur permettait de ne pas se vider de leur sang. Théorie, après moi je sais pas, j'y étais pas, j'ai pas vu. Faire des trous dans le crâne, chasser les mauvais esprits. Alors cette technique s'appelle la trépanation et elle consiste tout simplement à percer un ou plusieurs trous dans la boîte crânienne d'un individu afin de diminuer la pression du cerveau en cas de traumatisme crânien grave. Cependant, durant le Moyen-Âge, ils ont commencé à utiliser cette technique pour tout et n'importe quoi, notamment pour soigner l'épilepsie ou encore les maladies mentales. Genre tu fais un trou dans le crâne du type et si tout se passe bien, les mauvais esprits taillent la route en mode « Ah bah merci, ça fait 2 ans que je suis là et ça fait 2 ans que j'attends qu'on m'ouvre la porte, je vais pouvoir me tailler tranquille au Bahamas maintenant. » Alors malgré le côté barbare de cette démarche, il faut savoir que la majorité des personnes subissant cette intervention survivaient. Enfin, si la cicatrisation se passait bien et que la plaie ne s'infectait pas, ce qui était quand même plutôt fréquent à cette époque. La trépanation est l'une des plus anciennes techniques de chirurgie effectuée par l'homme. Mais heureusement, de nos jours, cette dernière est devenue illégale en Europe. Parce que oui, de manière générale, la médecine au Moyen-Âge c'était plutôt approximatif. Si t'avais mal au crâne, une petite trépanation et on n'en parle plus, et si t'avais un rhume, on t'ouvrait les veines, comme ça on purifie ton sang et on n'en parle plus. Ah on prend pas de risque au Moyen-Âge, tu sais, la mort est vite arrivée à cette époque. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le Moyen-Âge, j'espère que ça t'aura plu. Moi j'aime toujours parler du Moyen-Âge, je vais pas te mentir, ça me fait marrer. Sur ce, je t'invite à partager cette vidéo, à la liker, à t'abonner à la chaîne, ça c'est important, comme ça après on arrive aux 2 millions peut-être, un jour ça serait bien, t'imagines 2 millions. Allez, sur ce, salut!